Bonjour, je suis Paolo Domingo, la voix parlée et chantée d'Aladin, et j'ai un souhait, c'est de faire l'interview de Casting Podcast. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Casting Podcast. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Paolo Domingo. Bonjour Paolo. Bonjour Paul. Vous avez certainement dû l'entendre plusieurs fois dans votre vie, notamment car il est la voix parlée et chantée d'Aladin. Il est également la voix de Robin, mais plus précisément Damian Wayne, du Joker dans Suicide Squad, et également Carlton Drake et Riot dans Venom, et tant d'autres rôles. Est-ce que je peux te laisser peut-être te présenter ? Oui, t'en as dit déjà pas mal là-dessus. Oui, je fais du doublage maintenant depuis 33 ans, Ok. exactement. J'ai commencé par Aladin, qui est effectivement le personnage emblématique dont on me parle. Ton premier rôle ? C'est le premier rôle, ouais. Ok. Ouais. J'ai commencé fort avec Disney. J'ai été à la fois la voix parlée et la voix chantée de ce personnage, D'accord. qui est un phénomène assez rare, puisque la plupart du temps, depuis quelques années, on a pas mal de raccords voix. Ils mettent des voix chanteurs parlée, sur voix les chantée, chansons, des effectivement. comédiens sur les voix. Oui. Et voilà, j'ai travaillé suite à ça. Ça a été une porte ouverte importante Bonne porte dans le secteur du d'entrée. doublage. Et j'ai travaillé dans pas mal de séries. Dès qu'il y a des séries avec des jeunes, généralement, je suis pas Ta très voix loin. fait assez jeune sur les C'est vrai, personnages. oui, absolument. Est-ce que tu as suivi une formation en Alors- lien avec soit avec, du coup, le métier de comédien ou le métier de doubleur direct plus précisément ? Alors, pas de formation doublage, D'accord. parce que ça, c'est une notion qui est assez courante. Mhm. Moi, à l'époque, il n'y avait pas de formation doublage. On avait d'abord un cursus en tant que comédien ou en tant que chanteur. Enfin, on travaillait sur la scène, certains à l'image. Et ensuite, on arrivait dans le milieu du studio presque naturellement, en fait. D'accord. Ça se faisait par le biais de... C'était une sorte de gentille cooptation, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait par exemple un comédien qui présentait un autre comédien qu'il connaissait à un directeur artistique, lui demandait s'il pouvait assister au plateau, généralement ça avait lieu, et ensuite les contacts se faisaient de cette façon-là. Beaucoup de Donc, il y bouche à oreille. Ouais, du bouche à oreille. Et il n'y avait pas de formation à l'époque. Ça, c'est vraiment une donnée nouvelle depuis L'essor du doublage. l'essor du doublage et cet engouement nouveau pour ce secteur professionnel. Est-ce que, tu es également directeur artistique. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton point de vue du coup différent du métier de doubleur sur ce côté-là ? Alors, le directeur artistique, c'est encore autre chose. Nous, en fait, on nous confie un projet, Mhm. donc en version originale, évidemment, qu'on est tenu de visionner en amont. Ça nous permet d'avoir une vision du casting, des personnages et de l'histoire. Et ensuite, on va distribuer tous les personnages en fonction d'un listing, on va dire, de comédiens que l'on a qui font du doublage depuis plusieurs années. Des années. Voilà. Et donc, en fonction de ce qu'on voit à l'image, des voix, ça peut être une distribution liée aux voix. Parfois, on arrive à trouver des voix qui sont match voice. C'est intéressant quand ça arrive. Parfois, ça peut être aussi à l'énergie. Moi, je fonctionne beaucoup à l'énergie. À l'énergie, ok. L'énergie du personnage qui me fait penser à l'énergie d'un comédien que je connais. Ou ça peut être aussi au physique. Parfois. Ça arrive aussi. Ça casse au physique. Oui, parfois ça arrive. On en parlait la médical, dernière Elle me fois. fait penser à quelqu'un et du coup ça nous vient. Et voilà, donc une fois que notre casting est fait, on est censé donc faire notre plan de travail en fonction des disponibilités des comédiens. On contacte les comédiens pour leur proposer le projet en question et on fait un planning puisque les comédiens ne sont pas convoqués au même jour. On fait un plan de travail et ensuite on dirige les comédiens sur le plateau. D'accord. Et je veux dire, depuis le Covid, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois dans les podcasts précédents. On peut de plus en plus redoubler à plusieurs.
Alors oui, cette idée de doubler séparément, c'est vraiment lié à la période Covid, Ok. où on nous a autorisés à travailler pendant cette période-là. On a été d'ailleurs un des Des seuls rares secteurs, secteurs. ouais, à s'en sortir relativement parce qu'on a pu travailler, mais on était 3 sur le plateau, à savoir le directeur artistique, l'ingénieur du son et le comédien. Ok. Donc on a commencé à travailler séparément. Et à partir de là, le pli a été pris. Et c'est vrai que bon, c'est devenu presque un usage. Depuis quelque temps, on revient un peu au travail en binôme, en tout cas, ou à plusieurs. Ok. Mais voilà, ça reste assez compliqué parce que les gens Le- le pli de travailler seul, D'accord. alors que cette façon de travailler était vraiment reliée au cinéma. Ok. Sur les longs métrages, on avait tendance effectivement à travailler seul ou en duo en tout cas, parce que ça nous permettait de nous concentrer vraiment sur notre rôle tout le long du film. Que peut-être plus les séries du style, ou alors quand c'est comique de la sitcom, ça incite plus à doubler en groupe, Oui, peut-être. puis c'est plus sympa de Hmm. toute façon d'avoir Quand c'est plus d'avoir drôle son d'être à partenaire, d'avoir plusieurs. sa réplique, mais sur un film, même sur de l'animation, c'est beaucoup plus ludique d'avoir quelqu'un qui nous porte la réplique. Hmm. Donc voilà, mais depuis le Covid, c'est vrai qu'on a pris de mauvaises habitudes, je dirais. D'accord. Sur ta carrière, on peut retrouver beaucoup de personnages liés aux super-héros. Notamment, du coup, on parlait dans le film Venom, dans les films Batman, le Joker. Tu as également été dans la série Arrow, un des Oui. personnages principaux, mais arrivé tardivement. Est-ce que tu as une préférence pour les. Tu as un attrait pour les super-héros? Bon, c'est toujours sympa. En plus, se retrouver sur un blockbuster, par exemple, c'est intéressant. Moi, après, à Arrow, je suis arrivé effectivement sur le tard. C'était un comédien que j'avais déjà doublé D'accord. sur d'autres séries. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on m'a appelé sur Arrow. Voilà, donc oui, c'est un genre qui est assez agréable à À doubler. doubler, il y a de l'action. Et je me demandais, est-ce que tu as des grandes passions en dehors du métier de doubleur? Tu fais beaucoup de chansons sur tes réseaux, on t'entend beaucoup chanter? Alors, moi, le chant, ça reste, je le dis toujours, hein, ça reste mes premières amours. J'ai commencé par ça, hein. C'est vraiment le chant qui m'a amené à la comédie et d'ailleurs qui m'a amené aussi au doublage. Au départ, j'étais casté parce que je chantais. D'accord. Et la comédie, elle s'est un peu imposée à moi, en fait, curieusement. Mais j'aspirais pas du tout à être comédien quand j'étais jeune. Je me voyais plutôt à l'Olympia, Chanter sur scène. chanter sur scène, ce que j'ai aussi fait d'ailleurs. Mais il y a eu une sorte ouais, de bifurcation comme ça dans le milieu théâtral et qui m'a vraiment permis aussi d'évoluer intellectuellement. Donc je suis content d'avoir fait ce parcours-là parce que moi, quand j'avais 19 ans, j'avais une certaine forme de naïveté, de candeur. J'étais, je vais pas dire totalement inculte, mais j'avais vraiment... J'étais très, très naïf. Et ce milieu-là, qui est quand même un milieu assez lettré, m'a permis aussi de m'éveiller, de m'éclairer sur certaines choses. Parce que je le dis, à chaque interview, j'étais entouré de gens, surtout à l'époque, de comédiens extraordinaires qui étaient très, très, très érudits, justement, très cultivés, qui en savaient énormément. C'était des livres ouverts, donc il suffisait de se poser, d'écouter, et on apprenait énormément de choses. Et c'est là, du coup, j'imagine, où on mélange chanson et comédie. Tu t'es retrouvé sur Aladdin? Oui, parce que j'avais fait un spectacle musical avant, D'accord. déjà en tant que chanteur-comédien. Et j'ai passé d'abord pour Aladdin les essais chants. Et c'est en écoutant les essais chants qui étaient très très proches de l'original, le timbre était très proche, qu'on m'a ensuite proposé de passer les essais dialogue. Voilà. Et ensuite, tout a été envoyé aux États-Unis. Et les Américains ont donné leur réponse une quinzaine de jours après. J'avais été choisi pour les deux. Parce que du coup, à l'origine, ils auraient pu faire une voix différente, parler et chanter. Oui, c'est envisageable. C'est ce qui s'est passé pour Jasmine, D'accord. en l'occurrence. Mais je sais parce qu'ils en avaient parlé à l'époque, que pour Aladdin, ils espéraient trouver quelqu'un qui puisse faire les deux. Matcher les Ouais, deux. qui puisse matcher les deux. Et ils avaient fait en plus des auditions assez larges, hein. Ils avaient auditionné pas mal de monde et ils ne trouvaient pas. Donc il faut croire qu'ils m'attendaient. Et on t'a déjà reconnu dans la rue pour ta voix ou Non, parce que moi j'ai un timbre de voix qui est...
je n'ai pas une identité vocale très forte. Ok. J'ai une voix assez feutrée, assez lisse, qui est une voix qui passe partout, honnêtement. Donc j'ai pas une voix comme, je sais pas quel exemple je pourrais prendre, mais certains comédiens, notamment chez les anciens, ils avaient une gouaille particulière qui faisait que on les On les reconnaissait facilement. reconnaissait. Ouais. Et encore aujourd'hui, il y a des comédiens qui ont des timbres de voix qui sont très, très facilement reconnaissables. Moi, c'est pas le cas. Ok. Et on en a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Les conventions, est-ce qu'il y a une voix qui revient le plus souvent que les gens te demandent sur les conventions? Bah, de toute façon, en convention, généralement, on est centré sur Disney, on est centré sur Aladdin, Ok, ouais. qui est vraiment le personnage emblématique que j'ai fait. Surtout qu'en plus, généralement, lors de conventions, il y a toujours une prestation chantée qui va avec. Sur scène, ouais. Sur scène. Donc on est évidemment sur Disney, sur Aladdin. Donc c'est quelque chose qui de toute façon va me poursuivre agréablement, hein, je pense jusqu'à la fin de mes jours. Après, il y a d'autres personnages qui reviennent, comme Zélef de Fairy Tail, Oui. le Joker de Jared Leto. Voilà, des choses qui reviennent aussi. Mais Aladdin, de toute façon, je serai C'est ton personnage emblématique. éternellement relié à ce personnage. Et donc, on va avoir l'occasion de pouvoir aborder en profondeur Aladdin. Est-ce qu'il y a et Disney en général, est-ce qu'il y a un autre personnage Disney que tu aurais aimé interpréter, dont les chansons t'aurais aimé pouvoir les faire? Que j'aurais aimé, non. Après, moi, j'estime que, pour le coup, surtout dans les années 90 à 2000, celle donc à laquelle j'ai participé, je trouve que tout le monde était vraiment à sa place. Sa juste place. Pour le coup, à sa juste place. Les castings étaient vraiment bien faits, ça fonctionnait. Puis il n'y avait pas de doublons, il n'y avait pas de redites. Hein, là, pour le coup, je trouve que les personnages avaient des identités très très fortes. On retrouve. Mais après, il y a des choses similaires. On peut me retrouver chez Hercule. Hercule, mon timbre, il est assez proche du timbre aussi sur Hercule, qui sont des chansons que je trouve très très belles. Il y en a une que je reprends d'ailleurs sur scène que j'aime beaucoup. C'est celle du Bossu de Notre-Dame. Oui. Un jour. Rien qu'un jour. Que j'adore chanter. Chanté par je reprends aussi par Francis Lalanne. Lalanne. Ouais. Je reprends aussi le Comme un homme de Mulan, qui était chanté par Patrick Fiori. Je trouve cette chanson très très forte aussi, très puissante. Voilà, il y a plein de chansons de cette époque-là. Les chansons de l'âge d'or de Disney, quoi. Ouais, complètement. Est-ce que quand tu as passé les castings, j'imagine que est-ce que vous avez eu un visionnage du film avant de le... Alors, ça peut arriver sur D'accord. du long métrage. J'ai le sentiment que ça se fait un peu moins aujourd'hui. Mais Question de confidentialité peut-être. Ouais, à l'époque, en tout cas, il y avait une projection qui était faite D'accord. souvent avec les comédiens principaux. Enfin voilà. Et pour Aladdin, ça n'a pas eu lieu. Ok. Non. Moi, j'ai découvert les images Au compte-gouttes. sur le moment. Et est-ce que quand tu l'as vu, tu t'es dit que ce serait que ça allait avoir le succès qu'il a rencontré par la suite? Non, parce que, enfin, oui et non. C'était une autre époque. On n'était pas dans le même contexte qu'aujourd'hui. Par exemple, je raconte souvent que à l'avant-première au Rex, D'accord. qui a eu lieu au Rex, comme tout à chaque fois, je suis passé totalement inaperçu. Personne ne savait qui j'étais. Ok. Il n'y avait pas de photocall à l'époque. Enfin, donc les caméras n'étaient pas du tout sur moi. Je suis venu voir le film en tant que spectateur et je suis rentré chez moi. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a tout un processus de reconnaissance envers les comédiens de doublage. Avec les comédiens, les photocalls, enfin voilà. Tout ça a beaucoup évolué. Donc moi, c'était pas rien de faire un Disney, hein, qu'on s'entende. Hein, j'avais conscience que c'était un gros projet, mais ça n'avait pas l'envergure que ça peut avoir aujourd'hui. Okay. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a il y a de plus en plus de reconnaissance depuis quelques années pour le métier de doublage, le métier de la voix? Oui, complètement. On est passé d'un secteur qui était presque honteux, entre guillemets, c'est-à-dire que les comédiens, tout le milieu théâtral, le cinéma avait tendance un peu je pense, à snobber ce secteur-là.
On évitait de le dire quand on On faisait évitait du de le doublage. dire. Moi, je sais qu'on m'avait conseillé à l'époque d'avoir 2 CV, un CV doublage et un CV Ah, à ce point-là. théâtre et cinéma. Ouais, parce que c'était pas, il y avait une sorte de snobisme qui laissait sous-entendre qu'on n'était pas des vrais comédiens. Alors qu'en fait, pour assurer ce genre d'exercice, il faut avoir une sacrée technique en réalité. Et puis, de là, on a basculé dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que maintenant, ça devient hyper in, depuis notamment que les Star Talent ont commencé à exister. Tout le monde s'est mis en tête de vouloir en faire. Son métier. J'ai l'impression que même la boulangère du coin, elle rêve en cachette de pouvoir poser sa voix sur un produit. Voilà, et on trouve super in de faire du doublage. Pour moi, ni la version d'avant, ni celle d'aujourd'hui ne sont valables. Le doublage, c'est un outil qui peut être utile, qui l'a été, qui l'est encore, qui permet aux gens qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais de profiter. De pouvoir avoir accès à certains projets. Et voilà, il n'y a pas de raison de tout d'un coup d'en faire aussi toute une histoire. Il n'y a pas de raison d'en avoir honte, mais il n'y a pas de raison non plus. D'en vouloir à tout prix. On ne sauve pas des vies, je le dis souvent, on ne sauve pas des vies. Tu me parlais de Star Talent. Est-ce que toi, en tant que directeur artistique, ça t'est arrivé d'en caster ? D'en caster, pas forcément, mais de gérer des projets où il y avait des gens connus, ça m'est arrivé. Sur quel projet ? J'ai eu un jour un film avec Jean Reno. Ok. Et puis une autre série aussi qui s'appelait Irma Vep, où il y avait pas mal de comédiens français qui venaient se doubler eux-mêmes. D'accord. Sur Aladdin, est-ce que tu as une chanson préférée ? Une qui te revient comme ça Alors moi, j'aime beaucoup le petit passage Voleur, vaurien. Voleur, vaurien, je ne m'y fais pas. Qui est la reprise de Je vole, qui est très courte en fait. Voleur, vaurien, je ne m'y fais pas. Ouais, qui est très court et je l'ai intégré sur scène. Entre deux chansons, je le place parce que forcément, les gens. Parce qu'elle vient faire le lien finalement. Oui, et puis c'est marrant tout d'un coup elle sort d'un peu de nulle part. Il y a ce petit truc très très court, c'est marrant. Donc j'aime bien ce moment-là. Et est-ce que, une question qu'on m'a posée pour pour cette interview, est-ce que ce Rêve bleu vous avez enregistré à deux ? Je veux dire, sur les chansons, dans les Disney ou dans les comédies musicales, est-ce qu'on enregistre les musiques à plusieurs ? Alors, non. Là, Karine Costa, qui faisait Jasmine, a enregistré sa partie avant moi. Ok. Donc, quand je suis arrivé, elle avait déjà enregistré son track et je me suis calé sur elle, en fait, quand on était en duo. Et puis, j'ai fait mes passages en solo. Donc, non, pour des raisons aussi de confort, généralement, les chanteurs, ils sont convoqués les uns après les autres. Okay. Ça permet une fois de plus de se concentrer sur eux. Sur sa chanson et sur son couplet. Absolument. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote sur le tournage d'Aladin ou alors sur ton expérience avec Aladin ? Peut-être. Des anecdotes. C'est compliqué de revenir sur des non, j'ai des souvenirs, des choses... des situations qui peuvent être drôles, des produits qui peuvent être drôles. Je me souviens notamment d'une sorte de téléfilm que j'avais doublé avec un Godzilla qui sortait de l'eau, qui mangeait les gens, et c'était des trucs improbables, et d'un arbre qui parlait. Enfin voilà. Et je me souviens que sur le plateau, en plus à l'époque, on enregistrait à plusieurs, on riait, on se marrait parce que le produit était tellement irréel que ça nous faisait rire. Donc oui, il y a des moments assez drôles. C'est un métier qui est ludique, qui peut être très très drôle. Et est-ce qu'il y a eu récemment, pour les 100 ans de Disney, un court-métrage qui a été fait où on retrouvait tous les personnages créés par Disney pour faire une photo de groupe ? Est-ce que tu as été content de revenir sur ce rôle pour quelques phrases ? Oui, c'était sympa. Alors, il n'y avait pas grand-chose. Chaque personnage défendait une petite phrase, je crois, les uns après les autres. Il devait avoir des petites onomatopées, des petites phrases. Oui, c'était marrant de le retrouver des années après. D'accord. À tout de suite.
Alors j'en ai fini pour ma partie sur Aladdin. On va pouvoir parler de ta carrière en tant que super-héros au cinéma. Pour commencer, est-ce que quand tes super-héros ont des onomatopées de combat, elles sont doublées ou elles sont reprises de la VO? Je pense par exemple à Damian Wayne, Damian en français je crois, Ouais. donc, qui est Robin, mais le fils de Batman. Est-ce Mhm. que les onomatopées de combat, c'est toi qui les as faites? Peut-être faudrait-il envisager de congédier le jardinier, monsieur. Je saurais pas te dire, je me souviens plus. Mais souvent, on reprend. Ouais, c'est de l'animation en plus, donc oui, généralement, on les reprend. Ok, Ouais, toutes les réactions, même les inspirations, les réactions. Je pense que j'ai dû les refaire, généralement. C'est ce qu'on fait. ok, d'accord. Parce que les timbres sont pas forcément raccords non plus avec Il y a l'original. pas Même le si les raccord voix sont VO proches, forcément. le raccord VOVF se fait pas forcément. Donc ça va dépendre. Même sur du film ou de la série, parfois, on peut repiquer les respirations quand c'est faisable. Mais c'est pas toujours le cas. Quand il y a un raccord VOVF, j'imagine. Oui. Ok. Pour le film Venom, Mhm. tu as été Carlton Drake, Oui. mais également Riot, donc le symbiote qui l'habite. Tout comme Jérémy Covillo, tu as fait les Mhm. deux personnages. Et comment on fait pour pour doubler les deux personnages? Ils ont des échanges l'un avec l'autre? Alors, ça se fait évidemment sur deux pistes séparées. Donc, on commence par l'un, et puis on fait la réponse derrière. Euh, Généralement, en plus, on a écouté l'original, donc on sait grosso modo où on va. Et puis, de toute façon, on a un directeur artistique qui est là, qui est tenu justement d'écouter, de vérifier que les répliques se répondent, que ça Ok. fonctionne. En plus, là, sur le deuxième, il y avait une déformation vocale, il me semble. Oui, qui il me- grossit ça. Voilà. Enfin, c'est Donc moi, je le jouais, je déformais légèrement, et puis ensuite, ça a été retravaillé. retouché Ça a derrière. été retravaillé en D'accord. studio. Est-ce que tu as eu l'occasion dans ta vie de lire un petit peu des comics, d'accéder à ce monde-là? Et Non, je connais pas du tout. Ok. Et même quand j'étais jeune et ado, je me souviens, il y avait quand même des sortes de BD. Strange. Ouais, Hmm. ouais. J'ai dû en avoir quelques-unes dans les pattes, mais moi, j'étais pas spécifiquement fasciné par ce Ce monde-là. ce monde-là, non. Et il y a du coup, je me demandais, est-ce que tu as un personnage d'un monde de super-héros que tu aurais aimé doubler, mais du coup, j'imagine que si c'est pas trop ton univers. Ouais, non, j'étais plus série. Pour le coup, je regardais un peu de la série télé. Il y en avait j'étais fasciné par Super Jamie, je me souviens. Ok. Je sais pas si tu vois ce que c'est, cette De- femme bionique. De nom comme ça me dit trop rien. Voilà, qui était, c'était l'équivalent il y avait la version de l'homme qui valait 3 milliards, Ok. Ouais. Steve Smith, Hmm. qui lui était l'homme bionique, et ils avaient fait une version féminine, elle était prof, je me souviens, professeur dans une école et tout. Et je regardais, j'étais fasciné par ce qu'elle était capable de faire et tout. Ses capacités. Ouais, je trouvais la comédienne en plus belle, et puis il y avait un truc assez fascinant. Ok. Sur le Joker de Jared Leto, évidemment, il passe après Heath Ledger. Il y a son rôle, il a été un petit peu controversé. Les gens ont eu un avis assez mitigé. Toi, quand tu doubles un personnage comme ça, est-ce que déjà tu te dis, tiens, il va moins plaire au public Bah, moi, une fois de plus, j'ai pas de connaissances. Ok. Il n'y a pas de passif. Donc, je vois le travail qui a été fait. Je trouve que les gens, ils ont eu la dent dure avec lui, parce qu'honnêtement, alors peut-être qu'effectivement, c'était surprenant, parce que visiblement, ça ne correspondait pas à l'idée qu'on pouvait se faire du Joker. Bah, ouais, c'est vrai qu'il passe après Heath Ledger. Voilà. Il a la malchance de passer après. Donc, les gens étaient un peu déçus. Moi, je trouvais qu'il avait fait un beau travail de composition. C'était pas inintéressant. Avec son. Et voilà. En tout cas, moi, j'ai eu du plaisir à le faire, parce que, en plus, je l'ai déjà dit lors d'interviews précédentes, c'est pas le genre de rôle qu'on me donnerait directement. Bon, on ne penserait pas forcément à moi pour ce genre de personnage. Donc, j'étais content de pouvoir le faire. Il y avait un vrai travail de composition.
à mettre en place. Et donc voilà, non, moi j'ai beaucoup aimé doubler Joker, doubler Jared Leto. Puis en plus, Leto, c'est un très bon un acteur. très bon acteur. Il passe de. Il fait des rôles complètement différents. Et on a eu l'occasion tout à l'heure de parler de Arrow. Mhm. Est-ce que c'est compliqué, on va dire, d'intégrer une série comme ça qui durait déjà depuis beaucoup de saisons? Et ton personnage arrive en cours de route, est-ce que c'est compliqué à intégrer? Je veux dire, est-ce que quand c'est comme ça, tu visionnes la série d'abord pour voir dans quel contexte tu apparais? Non, parce que nous, on est beaucoup dans l'immédiateté, en fait. Mm. On regarde un petit peu la situation, on évalue la situation, on évalue les intentions, les sentiments. C'est ça notre travail. Après, s'il y a des informations qui nous manquent, le DA est là pour vérifier une fois de plus et pour nous les apporter. D'accord. Après, oui, c'est sûr que arriver en plein milieu d'une série, alors que l'équipe est déjà rodée, ils se connaissent, enfin voilà, c'est plus compliqué que lorsqu'on est au début. C'est plus compliqué que d'intégrer au début. Voilà, mais ça se fait assez rapidement, parce qu'en plus, les comédiens, la plupart du temps, je ne vais pas dire qu'ils se connaissent tous, mais on se côtoie, donc... C'est un milieu assez petit. Oui, il l'était. Il fut petit. Oui, ouais, quand j'ai démarré, je sais pas si on devait être 600, 700 comédiens, c'était beau. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur du 5-6 000, je dirais. Ok, ouais, donc ça a vraiment grandi. Mm. Et en tant que directeur artistique, est-ce que tu as on va dire quand tu reçois avant de devoir faire le casting, tu reçois des fiches sur les personnages pour connaître bien un petit peu leur point d'intérêt, qui ils sont? Non, ça, généralement, ça peut être le cas pour les directeurs artistiques. Ok. Ça peut être sur un film d'animation, par exemple, ou quand il y a de la création derrière, souvent, il peut y avoir un petit tableau avec les personnages et puis le résumé à côté, qui ils sont, enfin voilà, leur caractère premier. Nous, après, en tant que comédien, une fois de plus, on se cale sur ce que l'on entend et aussi sur ce qui nous est dit par le directeur artistique. Donc, on ne reçoit pas d'informations en amont, c'est pas notre travail. Non, justement, je te disais, en tant que directeur artistique, est-ce que vous recevez ça? Oui, en directeur, oui. Ok. En directeur artistique, on peut avoir des fichiers qui nous sont donnés par la chargée de prod, oui. Ok. On va pouvoir revenir sur des questions un peu plus génériques. On va pouvoir finir sur ton personnage de Game of Thrones, Loras Tyrell, chevalier. Oui. Que j'ai rencontré. Que tu as rencontré, tu me disais, lors d'une convention. Oui, Paris Manga, il y a très longtemps. Ok. Et est-ce que dans ces moments-là, je veux dire, les comédiens sont contents de rencontrer leur VF? Alors oui, après, moi j'ai eu 2 expériences. Une avec le comédien que j'ai fait dans Stargate, personnage de Scar, que j'ai vu 2 fois, j'ai rencontré 2 fois à la Japan Expo. D'accord. Et lui, il était hyper emballé. La première fois, il m'a sauté dessus, et il m'a dit « Ah, c'est génial !» On a pris des photos. Et la deuxième fois, il s'est souvenu de moi aussi. Enfin voilà, il m'a demandé où j'en étais, etc. Il m'a même dit qu'il avait tourné je sais plus quoi, en me disant j'espère que tu seras sur et tout ça. Donc c'était sympa. L'autre version, donc le comédien qui a fait Laura Styler, c'était plus américain, plus carré. Okay. Ah bonjour, on m'a présenté, Paolo Domingo, il est votre voix française. Il me fait ah génial, super. Et on a fait des photos, merci, au revoir quoi. C'était pas la même énergie. Pas la même. Non. Ok, ça marche. Est-ce que certains de tes personnages, on va dire, viennent à te manquer avec le temps, ou est-ce qu'il y en a que tu aimerais pouvoir revoir un jour sur une suite, quelque chose d'inattendu? Oui, il y a des comédiens qu'on apprécie. On apprécie beaucoup. Ça dépend. Il y avait je ne sais plus le nom de ce comédien que j'avais fait dans The Queen, la reine Elisabeth, que j'avais adoré doubler. Je ne sais plus son nom. Je mettrai au montage. Je ne sais plus son nom. Et moi pareil, c'est quelque chose d'assez récurrent. Toutes les films historiques, les séries historiques, j'adore les faire. J'ai fait aussi j'ai doublé un comédien dans une version de Roméo et Juliette.
c'était en 2013. Ok. Et j'ai adoré l'exercice. Le texte avait été respecté. Enfin, tu vois, je faisais Roméo, donc. Mm. Et là, tous ces personnages comme ça qui ont une connotation Historique. dramatique, tu vois, romantique, qui font appel à des bons sentiments ou à de la grandeur. Enfin, tu vois, tout ça, c'est très jouissif à jouer. Parce que J'imagine. ça nous pousse à faire appel à des codes qui sont rattachés au théâtre. Donc forcément, ces projets-là, C'est moi toujours plus perso, je pourrais en plaisant. faire Ouais, toutes tous les les jours. semaines sans aucun problème, tu vois. Mais après, c'est une question aussi de goût. Ça se trouve, il y a plein de comédiens Il y a- que ça n'intéresserait pas forcément. Je ne sais pas, qui vont être plus enclins à s'ériger sur de l'animation, enfin, tu vois, des choses comme ça. Ou du sitcom, enfin voilà. Et en parlant d'animation, tu es un personnage dans Family Guy. Non, dans American Dad, pardon. Oui. Tu es Steve Smith. Mhm. Le fils, un peu fou. Est-ce que c'est une difficulté différente à doubler les séries d'animation? Bah, l'animation, non, on a. Alors, c'est un registre de jeu qui est un peu au-dessus du live, parce qu'au niveau de l'énergie, Ok. on a tendance à en faire un peu plus. Mais après, il y a une liberté qu'on n'a pas forcément Est-ce sur que du c'est live. qu'on peut se permettre d'en faire plus vu qu'il n'y a pas le comédien réellement et que Oui, puis même parfois au niveau du texte aussi, on peut avoir une certaine liberté dans l'animation qu'on aura peut-être moins sur du live, sur de la série. Donc c'est différent. Et moi j'ai des souvenirs en plus à l'époque où on travaillait tous ensemble, Ok. où c'était jubilatoire parce qu'on avait là encore affaire avec des fous furieux, des comédiens. Surtout dans les séries comme American Dad, Oui, justement. ou même d'autres séries qui avaient des comédiens qui avaient de la répartie déjà, qui avaient beaucoup d'humour, donc qui avaient tendance des fois à changer le texte. Enfin, où il y avait un amusement réel dans l'animation, qui s'est un petit peu perdu maintenant. C'est ce que j'avais justement comme question. Est-ce que l'improvisation dans le doublage, c'est quelque chose qui se fait? Dans l'animation, pas mal. Ok. Enfin, qui se fait. Qui Oui, arrive? on va dire qu'on a une marge d'erreur, entre guillemets, tu vois. On a une marge de liberté. Après, on va pas non plus raconter n'importe quoi si on peut pas non plus s'éloigner totalement de l'original. Mais des fois, il peut y avoir une idée, quelque chose que l'auteur n'a pas forcément eu parce que il a la tête dedans et nous sur le plateau, on a de la distance, on est frais. Donc même sur du live, parfois, sur de la série, il y a un mot qu'on va peut-être trouver plus approprié, et du coup, on va l'utiliser. J'imagine que Voilà. certaines expressions qui vont être utilisées dans de la VO peuvent pas être traduites littéralement en français. Non, et Donc, de là vient le terme adaptation. On est oui, obligé voilà, justement. de trouver une alternative qui nous parle. Et voilà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que certains détracteurs de la VF n'aiment pas la VF parce qu'ils estiment Il y a qu'on de s'éloigne. l'adaptation. Ouais, mais c'est le jeu en fait. De toute façon, la VF, on y perd forcément quelque part. Voilà, que ce soit effectivement dans l'écriture, dans le jeu, puisque c'est transposer une version dans une autre langue qui n'est pas la version d'origine. Donc on va tout en étant synchrone. Enfin, tu vois, donc à un moment donné, on est obligé de s'asseoir entre guillemets sur quelque chose. C'est encore plus vrai sur l'adaptation des chansons. Moi, je fais ça parce que je dirige aussi du chant. D'accord. Donc j'adapte aussi des chansons et j'adore ça. Je trouve autant je suis pas très intéressé par l'adaptation des dialogues, mais le chant, je trouve ça pareil, très très jouissif de trouver le juste mot, et puis Pour faire en sorte que ça rime, du coup. que ça rime et en même temps que ça sonne surtout, parce que le français peut sonner. On parle beaucoup de l'anglais, une langue qui sonne facilement, mais le français aussi. Mais par contre, il faut être capable justement de jouer sur les sonorités, de rebondir, de surtout pas faire de traduction littérale, parce que là, c'est impossible pour nous, et d'être sur quelque chose de plus imagé. Et quand tout à coup, tu trouves les formules qui fonctionnent, qui viennent coller, ça doit être c'est magique, ouais. Mais là, pareil, tu vas forcément t'asseoir sur quelque chose. C'est-à-dire que tu vas privilégier parfois, tu sais que tu as le synchronisme, voilà, ok, même sur de l'animation. Hein. Et tu vas parfois te dire, oui, mais là,
le sens, il faut vraiment que je sois dans ce sens-là, donc on va peut-être s'asseoir un petit peu sur le synchronisme. Modifier quelque chose. Voilà, ou l'inverse est vrai aussi. Il faut qu'on soit vraiment synchrone à cet endroit-là. Donc, sur le sens, on va peut-être perdre quelque chose. Enfin, voilà. De toute façon, il n'y a Bah, pas de formule idéale. En adaptation, justement pour revenir sur de la chanson Disney, je trouve que la modification qu'on a dans le film Vaiana, la musique You're Welcome qui devient pour les hommes, c'est justement c'est ce qu'on disait, c'est de modifier pour que ça rime mais garder l'idée. Oui, parfois. Ça peut être les sonorités, mais on n'est pas obligé de garder les sonorités Ok. non plus. Certains le font, mais on n'est pas obligé de rester sur les mêmes sonorités. Moi, l'exemple que que je cite souvent, c'est Luc Olivier, qui était adaptateur de la plupart des Disney, justement, des Ok. années 93. C'est lui qui a fait Aladdin, il a fait Hercule. Et lui, il avait cette intelligence, justement, d'écriture. Il faisait pas de traduction littérale. Ce rêve bleu, par exemple, tout le monde, les Québécois sont étonnés, alors que c'est The Whole New World, donc un nouveau monde. Eux, ils sont traduits par un nouveau monde. Monde, le on, surtout sur des notes comme ça aiguës, ce sont des sonorités qui sont nasales. C'est très nasal, c'est pas très joli à chanter. Donc je comprends qu'il soit pas allé dans cette direction-là. Il a vu le tableau, le tapis, le ciel bleu, la magie. Il s'est dit, tiens, un rêve, hop, on a du bleu, on est sur du rêve bleu. Pourquoi pas ? C'est joli, je trouve l'idée jolie. Et après, ce qu'il a fait, c'est que le nouveau monde, il l'a décalé. Oui, Ce il rêve en parle bleu, dans la Ce chanson. rêve bleu, c'est un nouveau monde. Tu vois, il l'a décalé. Donc, et ça, c'est une véritable intelligence. On retrouve ça dans l'histoire de la vie, The Circle of Life. Oui. Tu vois, qui est le cycle de la vie. Ils ont mis Sur le c'est roi lion. l'histoire de la vie, parce qu'histoire c'est beaucoup plus Le ouvert. cycle éternel. Et le cycle éternel ensuite derrière, tu vois. Donc c'est ça là, pour moi l'intelligence de la sonorité d'un texte chanté bien adapté. Voilà. Et il y a de moins en moins de gens qui sont capables de faire ça, malheureusement. Et les Disney ont moins de chansons qu'avant aussi. Sur Oui. ce qui sortent maintenant, je pense à Hoppers qui est sorti, Jumper qui est sorti ce mois-ci, qui n'a pas de chansons dedans, je crois, ou sur les derniers, il y en avait même vachement moins. Mais donc c'est peut-être quelque chose qui se perd aussi, le style pas. comédie musicale dans le dessin animé. Je sais pas quelle est la politique nouvelle, mais voilà, moi j'aime cette idée-là, c'est traditionnel, on s'attend à ce qu'il y ait des chansons qui... C'est une forme de comédie musicale, finalement. Oui, c'en est une, c'est complètement de la comédie musicale. Oui. Même le style musical, de toute façon, il est emprunt à ce style-là. Et pour être sur Aladdin encore, l'adaptation live action avec Will Smith, certaines des paroles des chansons ont été encore adaptées différemment. Ouais, j'ai vu ça. Alors, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est pour une question de synchronisme à l'image ? J'en ai aucune idée. Du coup, oui, la synchronisation au niveau du visage se fait différemment quand on est sur un dessin animé ou quand on est sur un live action. Oui, parce que sur du live, c'est beaucoup plus précis. Alors que sur du dessin animé, il y a des mouvements de bouche. Voilà. Mais ouais, je sais pas. C'est assez curieux parce qu'on est habitué à une version, donc tout à coup avoir un nouveau texte, ça peut être très très déstabilisant, mais bon, c'est comme ça. Ok. Tu as également fait pas mal de jeux vidéo. Oui. Notamment dans les jeux Skylanders. C'est quoi ta relation avec les jeux vidéo ? Est-ce que tu joues un petit peu ? Alors pas du tout. Pas du tout. Je suis pas un gamer, pas du tout. C'est un univers que je connais pas du tout. Ok. Mais vraiment pas. Le tout premier que j'ai fait en jeu, c'était Guybrush Threepwood, qui est un jeu. C'était le personnage dans un jeu qui s'appelait, je sais plus le nom du jeu, et dont on me parle souvent, avec des pirates. Ok. Monkey Island. Return to Monkey Island. Ouais, Monkey Island, okay. c'est ça. Oui. Et on m'en parle souvent de ce jeu. C'était sympa à faire. Beaucoup de travail, je me souviens. Beaucoup de fichiers. Et oui, j'en ai fait quelques-uns, mais je suis pas... j'ai pas fait énormément de jeux non plus. J'en ai fait quelques-uns. Mais je sais que il y a vraiment des comédiens qui sont... qui se spécialisent dans le jeu vidéo. Ouais, qui font pas mal de jeux vidéo. Moi, on m'appelle de manière assez ponctuelle. Voilà. C'est sympa à faire sur l'instant, mais moi, j'ai pas de
je suis pas un joueur, donc c'est pas un milieu que C'est je pas un connais. univers qui te Non. colle. Plus du coup, dans le film historique. Oui. Film historique, c'est plus ce qui t'intéresse. Ouais. Ok. J'avais une question. Mhm. Quelques questions, on va dire, sur tes personnages en général. Avec lequel de tes personnages pourrais-tu partir en vacances et où? Ah ben, on pourrait partir avec Aladdin sur une île sans problème. Avec le génie, on se retrouve Ça s'amuserait bien. sans gros soucis finalement. Donc, Ok. Est-ce que tu t'es déjà demandé si tu as un top 3 de tes répliques préférées sur tous tes rôles ou si tu as des répliques qui t'ont vraiment plus marqué que d'autres marqué, non. Bah, souvent, on me demande sur Aladdin, je réplique vous avez fait confiance en moi, qui revient souvent. J'ai aussi pour Aslan et pour Narnia. Dans le Oui, monde de c'est vrai que tu as Narnia. été Peter dans Narnia. Ouais. Voilà. Sinon, non. Moi, j'ai pas de. Je capte pas de façon. J'ai pas de mémoire pour ce genre de choses parce que nous, on a une vision des projets qu'on fait. On voit tout ça de l'intérieur, si tu veux. Donc, Ok. c'est notre boulot. Donc, on découvre le projet, on nous en parle, on trouve ça. On peut trouver ça fascinant. Moi, quand je suis tombé sur les premières images de Narnia, en plus, c'était très bien filmé. J'étais ravi d'être sur ce projet-là. Les images étaient terminées sur Narnia parce que je sais que Euh, des fois on avait quand même m'a déjà raconté- pas mal. Ouais, là, je crois qu'on avait pas mal de choses. C'était pas fini, mais Ok. on avait quand même des belles images. C'est du beau décor, Ouais, beaucoup de déjà, nature. on avait un début de quelque chose qui était bien. Et ensuite, voilà, on travaille dessus. Puis après, c'est aussitôt ou presque oublié. Tu vois ce que je veux dire? On passe Ouais. à la suite et on enchaîne après les projets les uns après les autres. Donc, on n'a pas le même regard que quelqu'un Qui qui va aller au un cinéma fan. ou qui va être un fan, tu vois. Tu vas voir tes films au cinéma? Ou est-ce que tu regardes les séries dans lesquelles tu as doublé Non. En règle générale, non. Sauf sur parfois un rôle où T'as marqué, où tu as fait un travail que tu voilà, dont tu es assez fier, où tu es content. Et ça m'est déjà arrivé d'aller voir le rendu final. Parce que nous, en plus, quand on enregistre, même si on écoute les scènes après, rien n'est mixé. Tu vois, on n'a pas d'image def. Donc, on n'a pas la vision définitive du film. Donc, ça m'est arrivé, mais c'est très, très rare. Ok. Sur une dernière question sur Game of Thrones. Est-ce que tu avais des attentes concernant ton personnage et sa disparition un peu soudaine dans l'explosion du septuaire? Non, parce que quand je suis arrivé, le directeur artistique m'a dit... je savais même pas ce que je venais faire, en fait. Hein. Ok. Il m'a convoqué sur une série, donc je venais la faire. J'ai découvert... Il dit, voilà, ton personnage, il s'appelle... Laura un tel. Tyrell. Voilà, donc je l'ai fait. J'ai découvert au fur et à mesure. Et puis, c'était le début de la série, quand même. Donc, Ouais, c'était il tout- apparaît très tôt dans la Ouais. série, Donc, je savais quand pas tout est trop- encore plus ou moins calme. Voilà, donc je savais pas trop où on allait, ce que c'était. Ça avait l'air bien filmé, mais on n'avait pas beaucoup d'infos sur cette série. On savait pas... même pas que ça allait donner cet engouement-là, finalement. Le fait étant que c'est pas un personnage qui est très causant. Non. Il est assez secondaire, mais il a quand même des apparitions assez sympathiques. Oui, mais oui. il finit par apparaître dans une saison où on le voit un petit peu en arrière-plan et puis convoqué, on va dire, par le septuaire, repenti, et il finit soufflé par le plan de Cersei Lannister. Oui, il y a quand même des belles scènes. Et puis moi, je collais bien vocalement sur lui. Ça fait partie des physiques, des profils sur lesquels je match assez bien, Ok. en plus. Ce grand mec, un peu élégant, tu vois, il y a un côté... dès qu'ils sont assez propres sur eux, un peu classieux, Ouais, généralement, je colle assez facilement. Donc, quand tu arrives sur ces personnages, tu rentres dedans comme dans un gant, tu vois, tu te laisses porter. Il suffit que le texte soit bien écrit. Et j'ai pas envie de dire que c'est facile, mais ça l'est beaucoup plus. C'est très naturel. Voilà, que lorsque tout à coup, tu dois faire doubler un personnage qui est plus un travail de composition, qui est assez loin de toi, quoi. J'imagine que du coup, Riot était assez loin de toi. Oui, ou même des, tu vois, on a tendance parfois les DA, pas forcément d'imagination, et on m'a souvent mis sur des latinos
Ok, oui. Tu vois. Dans Arrow. Arrow, c'est le cas, que j'avais déjà fait. Alors que souvent, les latinos, dans les séries ou dans les films, ce sont les seconds couteaux, tu vois. Et puis, ils sont un peu... ça peut être les bad boys, tu vois, le dealer, et le machin. Donc moi, quand je me retrouve sur ce genre de personnage, je peux les assumer, parce que je sais ce que je fais, grosso modo. Mais ça me demande un effort. Parce qu'il faut le faire parler un peu salement, entre guillemets, ce qui n'est pas ma nature profonde. Donc c'est drôle de voir à quel point les gens ont une fausse idée, peuvent avoir une fausse idée de qui tu es, et je vais pas dire se tromper dans leur distribution, parce qu'au final, le résultat est là, puisque je sais faire mon boulot, mais c'est moins évident que lorsqu'on me met sur un personnage un peu lisse, qui effectivement peut avoir les cheveux clairs, les yeux bleus, donc tout l'antithèse de ce que je représente, mais pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose qui va tout de suite connecter avec ces profils-là. Ok. J'en ai fini pour mes questions. On va pouvoir passer au petit quiz. Oui. Donc, c'est un quiz rapide sur des questions pas très compliquées. Salut, c'est Robin. Maintenant, c'est l'heure du quiz. Ça doit être encore un coup du sphinx. Donc, en premier lieu, dans les films d'animation Batman, tu es Robin. Quelle est la particularité de ce Robin? Il a tué le Joker. Est-ce qu'il est le petit-fils de Ra's al Ghul ou est-ce qu'il a été congelé plusieurs années par Mr. Freeze? Oh là là. C'est quoi, il a tué le Joker? Non, c'est le petit-fils de Ra's al Ghul. Ah. Et Je m'en souviens déjà plus. Hein. Il est fils de Batman, du coup. Tu crois que le quiz va être sympa dessus? Moi, j'ai plus de mémoire avec le temps de faire tout. Bon. Ensuite, on va pouvoir parler de Game of Thrones. Ok. On en a parlé. Quel champion Loras Tyrell a vaincu lors du tournoi du roi? Est-ce qu'il a vaincu Robb Stark? Est-ce qu'il a battu Gregor Clegane, la montagne? Ou est-ce qu'il a battu Sir Bronn de Lanera? Alors là, c'est... Sir Bronn. Non, c'était Gregor Clegane, la montagne, justement, et il s'énerve après, il le fait tomber de son cheval. Une question sur Aladdin. Donc, Vas-y. pour entrer dans la grotte, quiconque, un seul humain ici peut entrer, celui dont l'apparence renferme un d'innocence. Un rubis, un cœur ou un diamant. Ça, je le sais par contre. Diamant. Un diamant d'innocence. Ah, oui. Ça, je l'ai assez clamé pour m'en souvenir. À l'époque, sur Aladdin, est-ce que cette scène-là, tu l'as faite en compagnie du coup de Féodor Atkin Non, Féodor Atkin, il a enregistré à part. Ok. Richard Darbois a enregistré à part. Ok. J'ai enregistré avec Magali Barnet. Qui fait Jasmine? Oui. Ok. Voix parler du coup de Jasmine. Oui, avec elle, oui. J'ai eu des scènes avec elle, ça je m'en souviens. Mais c'est tout. Hein. Ok. Ensuite, par rapport à Venom, Riot est plus faible, plus petit et rapide, ou alors plus violent et agressif? Je dirais plus violent et agressif. Ouais, et il a la particularité de transformer tout son corps en armes, que ce soit des lances, des haches ou des masses, ce qui n'est pas le cas de Venom, qui juste se bat à point nu. Et enfin, en dernière question, Loras Tyrell est-il le chevalier au lion, le chevalier à la fleur ou le chevalier du soleil? Ah, je crois, à la fleur. À la fleur, exactement. Il y a d'ailleurs une fleur sur son bouclier. Et voilà. Bon, j'ai pas eu tout faux. Voilà, non, c'est la moyenne. C'est déjà ça. Bon. Est-ce que tu as... on a fini pour le quiz. Est-ce que tu as des projets dont tu aimerais parler, des projets à partager ou ton actu? Écoute, mon actu, en ce moment, je suis toujours sur les feux de l'amour. Je ne comprends pas. Ça fait 15 ans, 20 ans maintenant que je suis dessus. C'est récurrent, ça continue. Je suis très content. Ça me plaît. Il y a des American Dads qui reviennent aussi. D'accord, ça reprend. Une nouvelle saison qu'on a commencé. C'en est à la saison combien, American Dad? C'est ça. En doublage. Là, je vais être mais je peux pas en parler, sur un gros blockbuster. On n'en parlera pas alors. Je peux pas en parler, mais un joli truc. Donc Ok. je suis très content. Voilà, j'aurai l'occasion d'échanger sur mon... Je mettrai tes réseaux en description. Instagram, je pense que... cet été, je vous dirai de quoi il est question. Ça va être marrant, je pense. Et voilà. Et après, pas mal de dates de convention. Ok. Pas mal de scènes.
C'est très marrant parce que là, je crois que cette année, je dois avoir facile 8 ou 9 événements de cet ordre-là. Ok. Là, je vais chanter bientôt dans un grand stade d'ailleurs, en super conditions. Voilà, on a plusieurs. Excuse-moi, t'as déjà eu l'occasion de faire les Disney sur scène Non. quand ils font les Non. concerts Disney. Non, Ok. non. Mais on a un projet, on a un spectacle avec notamment Maëva Méline qui fait Réponse, Ok. Emmanuel Dahl qui fait Hercule, Marie Gallet qui fait Mulan. On a une sorte de concept aussi de spectacle qui dure 1h20 à peu près autour de Disney, avec tout un historique de Disney sur toute la durée, en fait, jusqu'à maintenant, Énorme. raconté par Benoît Alman, Ah, ça. qui avait enregistré la voix off avant de décéder. Et c'est assez joli. Et on l'a joué à Beauvais l'année dernière. Enfin, voilà, il y a des choses qui se passent dans cette voie-là. Sur le monde Disney. Ouais, je reviens un petit peu au chant, quoi. C'est Ok. drôle. Et je voulais qu'on prenne un petit peu de temps quand même pour parler de ce qui se passe avec l'IA en ce moment, avoir un petit peu ton point de vue sur la chose. Oui. Écoute, moi, j'ai une vision qui va un petit peu à l'encontre, on va dire, de mes petits camarades qui ont créé une pétition en ligne à signer. Moi, je n'ai pas signé la pétition. Je ne fais pas de propagande, entre guillemets, contre l'IA, même si je n'adhère absolument pas à ce qui est en train de se produire. Je pense que c'est une catastrophe pour l'avenir. Mais moi, si tu veux, je vois les choses de manière beaucoup plus large que notre problématique liée au doublage. Ok. Je pense qu'on est en train de nous faire entrer de force, entre guillemets, dans un monde qui ne va pas nous plaire, qui va être centré effectivement sur le numérique, voilà, sur on parle aussi plus ou moins en termes de transhumanisme, il faut aller voir ce qui se cache derrière. Tout devient de plus en plus numérisé. Je pense qu'effectivement, ce monde-là, je le dis souvent, ne va pas nous plaire. Mais, si tu veux, moi, ça fait des années déjà que j'alerte contre ça. Déjà pendant le Covid, j'en parlais autour de moi. Quand j'ai vu les histoires les QR codes, c'est une catastrophe. Les QR codes, c'est un outil, c'est la porte ouverte à la suite. Ça fait partie de l'IA, les QR codes. Ça fait partie de l'IA. Payer avec son téléphone portable, ça fait partie. C'est le bras de l'IA. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, on peut pas d'un côté pleurer et dire aidez-nous, il faut combattre l'IA, protéger nos voix, et de l'autre côté, aller utiliser les QR codes, aller utiliser les cartes virtuelles, être à fond dans le virtuel. Enfin, tu vois, certains vont combattre l'IA pour protéger les voix, et puis d'un autre côté, ils vont aller utiliser l'IA sur Internet pour faire des recherches. Pour faire des recherches, ils vont aller sur ChatGPT. Moi, je suis toujours pas allé sur ChatGPT, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, je n'utiliserai pas l'IA, je ne sais rien, peut-être que ça viendra. C'est possible, de toute façon, ça se trouve, à un moment donné, tout va nous être imposé, on n'aura pas forcément le choix. Donc, si tu veux, moi, j'aime la cohérence, et voilà, je pense que le jeu est plié d'avance. Okay. Voilà. Et je l'ai dit déjà lors d'une autre interview, je ne demande pas au diable de me sauver de l'enfer. Ça veut dire que je trouve ridicule d'aller demander au gouvernement de légiférer sur l'IA, alors qu'en réalité, ils veulent nous imposer qu'on s'en utilise l'IA parce que c'est l'intérêt des multinationales et qu'on le sait très bien, les multinationales donnent leurs ordres à nos gouvernants. Okay. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être naïf et prendre les choses pour ce qu'elles sont. Voilà. Après, je peux comprendre que le cheval de bataille, ce soit celui-là aujourd'hui. Battons-nous. Ça fait toujours c'est très joli sur les réseaux sociaux de se battre dans le vide. Et puis, dans peut-être 2 ans, 3 ans, on en trouvera qui se battaient contre l'IA, qui iront vendre leur voix probablement pour des sommes faramineuses, parce que ce sera leur intérêt de le faire. Déjà. Mais oui, mais bien sûr.
Voilà. Tu sais, moi, j'ai suffisamment d'expérience dans ce métier pour savoir à quel point un comédien et pas comédien est capable de tourner sa veste en moins de temps qu'il faut pour le dire. Ok. Donc, si tu veux, j'ai un âge qui me permet d'avoir une vision beaucoup plus large, Plus global sur la plus chose. globale, voilà, que ce qui nous est montré. Faut pas oublier aussi que moi, j'ai participé à la grève de 95. Je sais pas si elle te parle. Il y avait une grève pour les droits de suite que l'on a aujourd'hui, Oui, mais qu'on n'avait pas à d'accord. l'époque, que tout le monde signe aujourd'hui et est ravi de pouvoir toucher un peu plus d'argent le jour de son désenregistrement. Eh bien, c'est grâce à des gens comme moi et comme d'autres, à tous mes camarades de ma génération, qui ont fait la grève, qui ont pris des risques et qui ont eu, pour beaucoup, des répercussions liées à cette grève, parce qu'elle n'était pas voulue par les sociétés ni les distributeurs. Et j'ai vu là encore des retournements de veste monstrueux, parce que l'être humain est comme ça, et que quand on est dans une situation de chaos, eh bien, les mentalités se révèlent, les personnages se révèlent. C'est ce qui s'est passé pendant le Covid aussi. On a vu tout à coup des gens agir de façon hallucinante, parce que dès qu'ils sont dans la peur, eh ben, leur vraie nature Ressurgit. ressort. Donc voilà, donc il faut être très très vigilant dans tout ça. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est beaucoup plus subtil que ça. Moi, par contre, je dis aussi que au lieu de batailler, signer une pétition qui sans doute ne donnera rien, il aurait été intéressant peut-être de réguler notre secteur d'activité, par exemple, et de faire attention notamment aux nouveaux arrivants, à la qualité des nouveaux arrivants, parce que depuis peu, on voit des directeurs artistiques qui ne sont pas à niveau, à qui on donne des projets alors qu'ils ne sont absolument pas à niveau. On voit des comédiens arriver qui ne sont pas des comédiens pour moi, qui n'ont pas le niveau requis pour faire ce métier-là, et pourtant on les contacte. Parce que il y en a qui ont une facilité qui sont bons en com, qui arrivent à se placer, voilà, parfois avec du copinage aussi, parce que ça existe comme dans n'importe quel autre secteur. On aurait, je pense, dû être vigilant pour maintenir justement un certain niveau, pour éviter que la passerelle entre ce que fait l'humain et ce que potentiellement l'intelligence artificielle peut arriver à faire se fasse. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Là, le niveau est en train de vraiment de décliner à un tel point que la passerelle va se faire assez facilement. Je le dis clairement. On n'est plus du tout, quand on parle de la qualité du doublage, qu'on est la référence du doublage français, pour moi, ce n'est plus le cas. Ça a été le cas. Quand je suis arrivé, c'était le cas. On avait effectivement des brutes épaisses qui faisaient un travail de qualité, des comédiens formidables, des directeurs artistiques merveilleux. Mais là, ça n'est plus le cas aujourd'hui. On a ouvert la porte à tout et n'importe quoi. Donc on ne peut pas s'étonner derrière qu'au bout d'un moment, le niveau baisse et que oui, une major, elle regarde, elle observe, elle dit on a ça avec l'humain, c'est un peu médiocre finalement. Là, l'intelligence artificielle, c'est un peu à peine mieux, mais ça nous coûte 15 fois moins cher. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va vers l'IA. Voilà. Donc, je pense que c'était à nous aussi de réguler ça et de faire attention. Or, là, c'est tout le contraire. Il s'est passé ces 10-15 dernières années, c'est une catastrophe. Okay. On a ouvert à tout va, on a fait tout et n'importe quoi. Chacun essaye de tirer la couverture parce comme il y a moins de travail, donc les gens ont peur forcément. Et voilà, c'est la débandade totale. Okay. Donc je pense qu'on a aussi une grande responsabilité dans l'effondrement de ce secteur aujourd'hui. Il n'y a pas que l'IA. L'IA, elle a bon dos. Bon. Eh bien, écoute, je te remercie. C'est moi. D'avoir pu venir. C'est moi, merci Paul. Et je peux vous proposer de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et également de me dire quel invité vous aimeriez voir pour un prochain épisode. À bientôt. Bye bye.